Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression que vous allez bien m'entendre. C'est pas trop fort? C'est bon? Ok, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hugues Descosses. Je suis directeur général de Deliveroo France. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est Deliveroo ou ce que fait Deliveroo? Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas? Bon, bah, ça va faciliter les choses. Alors, je suis ici pour vous présenter Deliveroo, pour vous parler de l'histoire de Deliveroo. Donc Deliveroo, pour rappeler ce qu'on fait, c'est assez simple. On est une plateforme de livraison de repas. On livre aux clients finaux leur restaurant préféré, qui ne livrait pas forcément jusque-là. Donc on propose aux restaurants une solution clé en main pour livrer les clients, et ce, en moins de 30 minutes en moyenne. Et la livraison est effectuée en général à vélo, mais aussi à scooter. Donc, ce qui s'est passé, Deliveroo est une société qui a 3 ans, c'est une société anglaise, qui a été fondée en 2013. Deliveroo France a été fondée en janvier, la première commande a eu lieu en avril 2015. Et quand on a fait notre opération anniversaire en avril 2016, on célébrait notre 1 000e commande. Donc on a connu une croissance extrêmement rapide. Et l'objectif de cette conférence, c'est pas de donner une recette miracle sur le succès de Deliveroo, parce qu'il n'y a pas de recette miracle. Dans un premier temps, 18 mois seulement en France, le marché est très jeune, l'entreprise est très jeune, on est encore dans une situation où on doit s'adapter à notre hypercroissance, on doit se réinventer en permanence, donc ce serait faire preuve d'une arrogance incroyable de dire qu'il y a une recette miracle. Et d'autre part, il n'y a pas de recette miracle parce qu'il n'y a jamais de recette miracle. C'est toujours du travail, c'est de l'attention aux détails et du focus. Donc voilà. D'autre part, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas le fondateur de Deliveroo France. Je suis arrivé après. Je suis arrivé dans une entreprise qui était beaucoup plus petite qu'elle ne l'est à présent. J'avais des expériences auparavant, notamment aussi une expérience en start-up d'hypercroissance qui était Groupon à l'époque. Et c'est très intéressant, de mon point de vue, d'arriver dans une situation d'hypercroissance également et de voir ce qui peut rendre Deliveroo différent, peut-être même unique, d'autres startups qui ont connu également de très fortes croissances. Donc revenons un petit peu en arrière. Sur l'histoire de Deliveroo. Ce qu'on fait donc, c'est très simple. C'est de livrer les meilleurs restaurants de votre quartier en moins de 30 minutes. Proposer une solution clé en main, simple, à des restaurants en leur disant vous aurez la possibilité de développer votre activité avec une solution de livraison que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Nous, on va vous fournir une tablette. Vous allez recevoir les commandes directement en restaurant. Pour le client, c'est la possibilité de commander tout simplement en quelques clics. Donc, une chose très simple. Ça a été fondé en février 2013 à Londres par Will Shu. Pour la petite histoire, Will, bon, déjà c'est un foodie passionné, un gourmand aussi bien qu'un gourmet. Il a travaillé pendant plusieurs années à New York puis à Londres. Il travaillait beaucoup, il travaillait tard. Il n'avait pas toujours envie, quand il rentrait chez lui, de se faire à cuisiner. Il avait la flemme parfois, tout simplement. Donc il commandait beaucoup. Il commandait avec les solutions qui étaient disponibles à l'époque. Et ce qui l'a marqué assez rapidement, aussi bien à New York qu'à Londres, c'est que les solutions de livraison, il n'y avait pas une grande diversité de cuisine proposée. Il y avait des pizzas, il y avait des sushis, il y avait des kebabs. La qualité n'était pas nécessairement, voire pas toujours au rendez-vous. Les délais de livraison pouvaient être parfois assez longs, ça pouvait aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie. Et il n'y avait pas énormément de transparence sur la manière d'où venait le plat, où il avait été produit, comment il avait été produit, dans quelles conditions, etc. etc. Et donc il a fini par arriver à une situation où il s'est dit
ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir me faire livrer des plats de restaurants où j'ai vraiment envie de manger. À savoir des plats de restaurants dans lesquels je suis susceptible de sortir avec mes amis. Des restaurants dans lesquels je suis susceptible de sortir en famille. Et il est donc venu à cette réflexion et de se dire, si j'arrivais à trouver une solution simple pour permettre à ces restaurants préférés, mes restaurants favoris, de livrer. Et que ce soit facile pour tout le monde. Et que ce soit rapide, et que ce soit transparent. Que je sache d'où vient la nourriture. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est associé avec un de ses amis d'enfance, qui s'appelle Greg Orlowski, qui est un développeur de talent. Et ils se sont mis au travail. Alors ce que ça a voulu dire très simplement dans un premier temps, c'est que Greg s'est mis à coder. Et pour schématiser, il a codé 3 applications différentes. Une première application pour permettre aux clients de commander simplement, facilement et rapidement auprès de restaurants de leur quartier ou de leur ville. Une deuxième application pour permettre aux restaurants de prendre des commandes directement à la caisse ou en cuisine, comme si la commande avait été passée en salle. Et une troisième application pour indiquer à un livreur où et quand il doit passer chercher une commande et où est-ce qu'il doit l'amener. Très simple. Donc en février 2013, première commande à Londres. Et les choses se sont développées petit à petit. Dans un premier temps, Will démarchait lui-même les restaurants. Il faisait lui-même les livraisons. Ils se sont lancés dans un premier quartier de Londres. Quelques commandes. Puis un deuxième. Puis un troisième. Ils ont fait une première levée de fonds de 4 millions de dollars qui leur a permis de continuer à se développer. Ils ont commencé à couvrir de plus en plus de quartiers au sein de, à Londres. Ils ont fait une deuxième levée de fonds, cette fois-ci de 25 millions de dollars. Ils ont commencé à essaimer dans différentes villes de régions au Royaume-Uni. Puis ils ont commencé à se dire que ça marchait pas mal, ça se développait bien, que le moment était venu de commencer à internationaliser. Donc en janvier 2015, Will a créé les entités françaises, irlandaises et allemandes. Donc janvier 2015 pour la France. Première commande à Paris en avril 2015. Suivi d'une troisième levée de fonds de 70 millions de dollars pour continuer à poursuivre le développement. Dans la foulée, on a lancé les Pays-Bas, la Belgique, puis l'Italie et l'Espagne. Une quatrième levée de fonds de 90 millions de dollars, des ouvertures de villes supplémentaires. À ce niveau-là, ce que ça veut dire pour la France, c'est qu'on a ouvert Lyon, on a ouvert Bordeaux, on a ouvert Nantes, on a ouvert Lille. On a ensuite commencé à réfléchir à l'internationalisation au-delà des frontières de l'Europe. Donc quasiment en simultané, il y a l'ouverture de Hong Kong. On a commencé à... donc on a lancé Dubaï, Hong Kong, Singapour et l'Australie à peu près en même temps. En fin 2015, on était présent dans 50 villes. En mai 2016, on était présent dans 75 villes, dans les pays cités auparavant. On a continué à se développer. On a fait notre plus grosse levée, toujours dans une logique de développement, en août 2016 de 275 millions de dollars. Et ce que ça veut dire aujourd'hui, à fin octobre, c'est qu'on est présent dans plus de 110 villes, dans 12 pays, en Europe, en Asie et en Océanie. Donc, on a connu une croissance exponentielle. Une croissance exponentielle dans tous les pays dans lesquels on est présent. Et la France a connu donc une croissance et un engouement particulièrement important dans ce contexte. Donc c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi, comment. Et je pense que ce qu'il est bon de rappeler, c'est qu'il n'y a pas de recette secrète. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, le succès, ça vient de travail, ça vient de focus. Et ça vient peut-être aussi d'un certain nombre d'éléments qui étaient présents, je pense, chez Deliveroo de manière générale et chez Deliveroo France,
qui ont permis de soutenir ce succès. Et c'est ce que je qualifierais de piliers. Il y en a 5. Le premier, et je pense que c'est bon de le noter, c'est la simplicité du produit. Il y a toujours eu, et dès le départ, un souci dans l'ADN de l'entreprise de faire les choses de manière simple, mais faire les choses de manière efficace. La manière dont on fonctionne, c'est la simplicité même. On a une relation tripartite, qui est un mot très compliqué pour dire qu'on a 3 parties prenantes. Il y a 3 pieds au tabouret. Le premier, c'est le client. Et le souci qu'on a toujours eu, c'est d'offrir une solution facile. Pour le client, c'est commander simplement en quelques clics. Ça prend 30 secondes. Et se faire livrer les mêmes plats que le client aurait pu avoir en restaurant pour 2,50 € supplémentaires en frais de livraison. La deuxième partie de cette relation, c'est le restaurant. Donc le restaurant, de la même manière, de manière très simple, il est équipé d'une tablette qui lui permet de recevoir les commandes à la cuisine directement ou à la caisse, comme si les commandes avaient été passées en salle. Ça lui permet de développer son chiffre d'affaires. En moyenne, c'est 15 à 30% de chiffre d'affaires supplémentaire pour un restaurant. Dans un contexte où il n'y a pas de coût fixe supplémentaire, au sens où il n'y a pas besoin d'embaucher du personnel en plus. Et ça leur permet en plus d'avoir du chiffre d'affaires supplémentaire les soirs où le restaurant est déjà plein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir de table supplémentaire. La troisième partie de l'équation, je dirais, c'est les livreurs ou les bikers, comme le terme consacré le veut. Donc juste pour faire le point sur les bikers, ils sont tous indépendants, en très grosse majorité auto-entrepreneurs. Et on s'adresse à une population qui, en très grosse majorité, a une activité sur le côté. 90%, on va dire 10% de la flotte travaille plus 35 heures ou plus par semaine. Le reste, c'est une activité complémentaire. On a plus de la moitié de la flotte qui est étudiante. Il y a des intermittents du spectacle, il y a des pères au foyer, des mères au foyer, des gens pour qui il y a un besoin d'avoir une activité rémunérée, rémunératrice, à côté d'une activité fondamentale, quelle qu'elle soit, que ce soit des études, voilà. Et donc ça répondait aussi à un besoin et je dirais à une envie de pouvoir avoir une activité d'une semaine à l'autre, faire une semaine 5 heures, une autre semaine 10 heures, une semaine 20 heures, une semaine pas d'heures parce que, par exemple, je sais pas, quelqu'un c'est partiel ou est parti en tournée avec son groupe, quelle que soit la raison. Et donner donc sa possibilité d'être flexible et de prévoir seulement quelques jours à l'avance combien d'heures ils travailleront, enfin ils shifteront, pour le terme consacré, dans la semaine. Moi personnellement, j'ai fait des jobs étudiants, j'ai fait de la plonge, j'ai fait du phoning, j'ai beaucoup répondu au téléphone. Et si j'avais eu la possibilité de faire du vélo et d'être payé pour ça, avec la flexibilité, c'est une possibilité que j'aurais prise. Donc voilà, on a ces 3 parties prenantes, chacune avec une application. Les 3 applications sont interconnectées, dans une idée toujours de simplicité et d'efficacité. Le deuxième pilier qui, je pense, a pu garantir le succès, c'est la qualité du service. Une fois de plus, j'ai peut-être l'impression d'enfoncer un peu une porte ouverte. C'est important pour réussir d'avoir un bon service. Pour nous, ça s'est articulé principalement sur 3 axes. Le premier, c'était sur la qualité du supply. Ce que j'entends par là, c'est sur la qualité des restaurants qui étaient proposés sur la plateforme. On s'est toujours mis dans une logique où on n'avait pas vocation à travailler avec tous les restaurants de la Terre. On n'a pas vocation à travailler avec tous les restaurants d'une ville. On n'a pas vocation à assommer ou à ce que l'offre pour le client soit pléthorique. Ce qu'on a toujours voulu faire en revanche, c'est se concentrer sur les meilleurs restaurants ou sur les restaurants préférés. Ce que ça veut dire, c'est les restaurants qui seront les mieux notés sur les forums. Les restaurants qui auront les meilleurs retours en bouche à oreille. Et donc toujours se concentrer là-dessus. Typiquement, on ne va pas chercher à avoir tous les restaurants chinois de Lyon, mais on va essayer d'avoir les 3 meilleurs. Donc c'était le premier axe.
Le deuxième axe, c'est qu'on a toujours eu, je ne veux pas dire une obsession, mais une préoccupation très forte pour les délais de livraison. Et s'assurer qu'on pouvait, de manière constante, livrer en moyenne à moins de 30 minutes. Parce qu'on sait que quand le client a faim, il n'a pas envie d'attendre. Et d'autre part, c'est s'assurer aussi que la nourriture arrive chaude. Et ce que ça veut dire sur les délais de livraison, c'est qu'il faut qu'on se remette en permanence en question sur la manière dont on fait les choses. Parce que très naïvement, on pourrait penser que pour livrer plus vite, il faut que le biker aille plus vite. C'est pas le cas. Sur les 30 minutes de livraison entre le moment où vous passez la commande et le moment où le plat est livré à votre porte, la livraison sur le vélo, c'est pas la majorité du temps. En moyenne, la livraison à vélo, elle dure 8 minutes. Donc si le livreur peut aller un peu plus vite, il va gagner 30 secondes. C'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est de réussir pour nous à éliminer tous les temps de battement entre le moment où la commande est prise, le moment où elle est préparée, le moment où elle est récupérée, le moment où elle est amenée jusqu'à l'adresse et où le biker trouve la porte, la bonne porte. Donc ça a toujours été quelque chose sur lequel on a dû se réinventer en permanence, réfléchir en permanence. Est-ce qu'on doit réfléchir aux rayons de livraison? Est-ce qu'on doit réfléchir aux zones de livraison? Comment est-ce qu'on réfléchit sur la communication, sur l'information qui est transmise au biker, la communication et l'information qui est transmise au restaurant? C'est tous ces actes de réflexion sur lesquels on s'améliore et on travaille en permanence. Et le troisième axe, c'est sur le service client. On a toujours voulu faire en sorte d'offrir la meilleure expérience client, quelles que soient les circonstances. Donc, ça veut dire à quelle rapidité on répond au téléphone, comment on répond aux clients, comment on s'assure qu'on a bien, rencontré, on est bien arrivé à remplir ses attentes. Si on n'a pas rempli ses attentes, qu'est-ce qu'on fait? Comment on compense? On s'excuse, on donne du crédit, c'est ce genre de choses. J'avais dit 3 axes, donc ces 3 axes qui, comme les 3 mousquetaires, sont 4. Le dernier, c'est le fait qu'on ait 18 mois, qu'on sait qu'on ne peut pas toujours faire toutes les choses parfaitement, et c'est faire preuve d'humilité en se disant que si on se plante, on reconnaît nos erreurs, on s'adapte, on change, et on passe à autre chose. Mais on continue à avancer. Le troisième pilier, probablement une énorme évidence, c'est l'équipe. Ce qui a été particulièrement intéressant pour moi, c'est que je suis arrivé dans une structure où il y avait déjà une équipe existante, qui était bien entendu, bien plus petite équipe que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Mais la première chose qui m'a marqué, c'était qu'il y avait des valeurs d'entreprise qui avaient été mises en place. Et la notion de valeur d'entreprise, ça peut toujours un peu faire sourire, en se disant c'est des trucs de gros groupes, c'est des trucs pour faire du marketing corporate. Mais en réalité, c'est un élément qui est particulièrement important, parce que dans une start-up où les choses changent extrêmement rapidement, où on doit se réinventer tous les 2-3 mois, il est bon d'avoir un objectif à long terme et d'être capable de se définir comment on fonctionne et qui on est en tant qu'entreprise. Donc c'est des valeurs, c'est pas des choses très compliquées, mais c'est se dire que on est humble, qu'on apprend nos erreurs, qu'on traite tous les problèmes de l'entreprise comme si c'était les nôtres, qu'on se dit les choses franchement, qu'on se dise quand même les choses avec respect, et surtout qu'on prend le temps de s'amuser. Parce que les choses changent très vite, qu'on travaille beaucoup. Donc c'était le premier élément. Un autre élément qui m'a marqué, qui est, je pense, un point de différenciation de Deliveroo avec ce que j'avais pu voir avant, c'est que c'est une entreprise de passionnés. On a un produit qui est assez sexy, je pense, dans un monde de start-up qui est assez varié. La première passion, c'est la passion pour la nourriture. Nos équipes commerciales, et notamment commerciales et marketing en premier lieu, sont des foodies. Il y a beaucoup de passionnés, il y a beaucoup de gens qui avaient des blogs avant de travailler chez Deliveroo. Et on a ce souci en permanence. On parle beaucoup de nourriture. Souvent, ça devient parfois un peu gavant, mais c'est un sujet qu'on aborde en permanence. Une autre passion qui est très présente, c'est la passion du vélo. Notamment au sein des équipes opérationnelles, qui sont les équipes qui font le lien avec la flotte de bikers, avec la communauté de bikers. On a beaucoup qui font du vélo, certains qui sont ou ont été semi-professionnels, qui ont été champions de vélo. Et donc ces deux éléments de passion sont des choses qu'on trouve beaucoup et qui sont quand même un fil conducteur dans l'entreprise. Je vous parlais de connaissance de nourriture.
Un troisième axe qui est très présent au sein de l'équipe, c'est une préoccupation d'être très local. On opère aujourd'hui dans 14 villes. Ça implique de savoir quels sont les restaurants, quels sont les meilleurs restaurants. Ça implique aussi d'avoir une présence en local, ou du moins une connaissance en local, parce qu'on a des flottes de bikers pour les livraisons qui sont présentes. On a 4 sièges en France. On en a un à Paris, un à Bordeaux, un à Lyon et un à Lille, qui couvrent un certain nombre de villes régionales. Donc on s'est toujours aussi préoccupé de savoir ce qui se passait sur le terrain et comment les choses évoluaient. Un autre élément qui, je pense, a été assez particulier au sein de Deliveroo, c'est créer une cohésion d'équipe. Alors il y a plusieurs manières pour le faire. On a beau avoir 4 sièges, on s'assure qu'on se retrouve au moins une fois par trimestre tous ensemble pour avoir des réunions, pour faire la fête, pour construire des souvenirs ensemble. On a une manière de communiquer en interne qui est assez présente, qui est assez, comment dire, intense, au sens où ce qui est assez unique, c'est qu'on a 2 rendez-vous par semaine où toute l'équipe est présente. Et j'entends, tous les services sont présents. On a une réunion pour discuter de la performance tous les lundis, pour parler des initiatives stratégiques, pour parler des nouveaux développements, business unit par business unit. Mais on a aussi un autre temps un peu plus calme où chaque personne, chaque département, une fois par semaine, a la possibilité de présenter ce qu'il fait à l'ensemble de la société. Aujourd'hui, on est plus d'1 centaine d'employés et c'est extrêmement important pour nous qu'on soit tous très clairs sur ce que chacun fait pour donner de la visibilité et qu'on ne perde pas de vue les sujets essentiels. On a aussi notre grand-messe hebdomadaire, le Friday Lunch, c'est-à-dire que tous les vendredis midi, on se retrouve tous ensemble, on commande sur Deliveroo pour tester les produits qui sont disponibles sur la plateforme, mais aussi pour prendre le temps de se parler et pas forcément de parler boulot. Voilà. Un dernier élément qui est peut-être un petit peu plus rébarbatif, mais qui est aussi important dans la vie d'une entreprise, c'est qu'on a tous des objectifs qui sont inhérents à la fonction de chaque département. Le marketing va avoir des objectifs d'acquisition de clients, des objectifs de volume, les équipes commerciales, des objectifs d'acquisition de restaurants et des volumes. Mais ce qui est important de noter, c'est que sur tous les indicateurs clés, les indicateurs clés sont les objectifs de tout le monde. Tout le monde a une petite partie de ces objectifs qui concernent l'ensemble de l'entreprise. Et ça, c'est une manière de dire que si on gagne tous ensemble, et que chaque partie est importante. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment c'est des éléments clés pour nous sur la cohésion de l'équipe. Un 4e pilier, c'est la vision à long terme. J'ai l'impression d'être une brochure, d'enfoncer une porte ouverte, mais la vision à long terme, pour nous, ça veut dire 2 choses. La première, c'est qu'on s'est toujours posé la question, même si on a 18 mois, des conséquences que nos actions avaient à long terme. Et notamment, c'est très facile quand on est dans une start-up de faire les choses dans le rush, de faire les choses rapidement pour croître très vite, surtout quand on est dans un marché concurrentiel. Mais on prend systématiquement le temps de se dire c'est très intelligent pour les 5 prochaines semaines, est-ce que ce sera intelligent dans 3 mois? Et l'autre élément sur la vision long terme, c'est qu'on a une vision qui est extrêmement chiffrée. On est obsédé par nos chiffres, on mesure tout ce qu'on fait, on chiffre tout ce qu'on fait, et on a cette culture de être en top de nos chiffres. C'est-à-dire que si je devais demander à une personne de l'équipe commerciale qui sont ses 10 plus gros comptes et quel volume ils font en moyenne par semaine, il saurait me le dire. Si je demande à une personne de l'équipe opérationnelle le nombre de livraisons moyennes faites pour une zone donnée sur un jour donné, elle serait capable de me le dire. Et on a vu ça comme un moyen pour permettre à chaque personne de développer une expertise sur chacun de ses spécialités, ce qui est particulièrement important dans une équipe, dans une entreprise où l'équipe est jeune, avec pas forcément énormément d'expérience professionnelle avant. Et pour finir, le 5e élément, j'en parlais tout à l'heure avec l'humilité, c'est savoir changer et réagir. Ça n'a rien de magique ni c'est pas une surprise, c'est l'apanage de n'importe quelle start-up, savoir se réinventer, parce que le marché change.
On est dans un marché qui a en France seulement 18 mois. Il y a des nouveaux concurrents qui arrivent en permanence. Il y a aussi des nouveaux concurrents, enfin des concurrents qui partent et qui disparaissent. Donc ça nous demande de savoir nous adapter. Pour nous, l'adaptation, ça a pu vouloir dire d'innover. Ça a pu vouloir dire de lancer de nouvelles zones, de nouvelles villes, de nouveaux créneaux horaires. Si ça marche, tant mieux. On pousse. Si ça ne marche pas, on corrige. Parfois, on arrête. Et dans les différents projets qu'on a pu lancer au cours des derniers 18 mois, par rapport aux services tels qu'ils existaient initialement, donc on a changé nos collections, nos cuisines. On a lancé des cuisines végétariennes, des cuisines véganes. On a lancé du sans gluten. On a développé comment ça travaille avec des restaurants de cuisine halal, de cuisine cachère. On a aussi, je mentionnais les créneaux. On a développé des petits déjeuners, des brunchs, des goûters, des apéros. On a développé très récemment des menus enfants pour vraiment pouvoir offrir une palette large à ce que nos consommateurs seraient susceptibles de vouloir. On a aussi lancé Deliveroo for Business, qui est une solution avec un compte dédié au sein des entreprises pour permettre aux employés ou aux office managers de commander pour le déjeuner, pour le dîner dans les cas de gens qui travaillent tard, mais aussi pour des réunions d'équipe ou pour des événements un peu plus larges, comme des grosses réunions ou des conférences. Et le dernier gros changement qu'on a fait au cours des 18 derniers mois, et ça s'est passé en septembre, on a fait une grosse opération de rebranding. Donc on a changé notre image. Avant, on avait le logo qui est à gauche, qui est le petit kangourou avec son sac qui est mignon. Et on est passé à quelque chose d'un peu plus bold, comme ils disent au siège, un peu plus assumé, qui correspond plus à la marque qu'on a envie d'être. On a changé pour beaucoup de raisons. Pour la petite anecdote, on avait aussi fait des tests sur le logo dans beaucoup de marchés, et les gens nous demandaient pourquoi notre logo était un lapin. Donc, on est passé à quelque chose d'un peu plus figuratif. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Donc j'ai beaucoup parlé. En bref, ce que ça voulait dire, c'est qu'on a fait notre première commande à Paris en avril 2015. En avril 2016, la situation était la suivante. On était présent dans 9 métropoles en France. On fêtait notre millionième commande. On avait 1000 restaurants partenaires. Et on était en partenariat avec 1000 bikers sur l'ensemble du territoire français, donc sur ces 9 métropoles. Donc la croissance s'est poursuivie, s'est accélérée. Et 6 mois plus tard, donc il y a quelques jours, on était présent dans 14 métropoles, 15 la semaine prochaine puisqu'on ouvre Aix-en-Provence. Donc entre-temps, on a ouvert Marseille, Rouen, Rennes, Montpellier, Grenoble dans cet ordre. On a 2500 restaurants partenaires et on travaille avec 3500 bikers environ. Et on a un marché à adresser de près de 8 millions de personnes en France. Sachant bien entendu qu'on continue à se développer aussi bien par des ouvertures de villes, mais surtout par des ouvertures de zones, et étendre notre couverture géographique dans des villes dans lesquelles on est déjà présent. Ça peut être la banlieue parisienne, ça peut être la banlieue lyonnaise notamment. Donc outre le développement, continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, on a quelques projets un peu différents, notamment je pense qu'ils sont assez innovants. Le premier, c'est la Rootbox. Alors c'est déjà en place à Londres, à Amsterdam et à Singapour. Ça part d'un concept très simple, d'un constat très simple, c'est qu'il y a des zones dans lesquelles il y a de la demande, mais il y a très peu d'offres disponibles. On est quand même limité dans la livraison par des distances géographiques très simples, qui est que le restaurant ne peut pas être à plus de... On livre en général peu au-delà de 2 km ou 2,5 km du restaurant pour des raisons de durée de livraison. Donc il y a notamment des régions entières ou des zones entières, notamment dans la périphérie urbaine des grandes villes, où il y a beaucoup de gens qui y habitent,
qui voudraient commander, qui ne peuvent pas parce que le supply est limité. Donc l'idée qu'on a eue, c'est de mettre en place des cuisines en marque blanche où des restaurants partenaires pourraient s'installer. Donc on prendrait à notre charge les coûts d'installation, ils produiraient les repas de là, et nous on se chargerait de la livraison. Ce seraient donc des cuisines qui seraient 100% dédiées à la livraison, de marques qui sont connues, qui ont pignon sur rue. Le bénéfice pour eux, c'est pas d'investissement, qui sont en général des investissements extrêmement chers, de pas de porte, d'implantation. Et bon, c'est vrai qu'un gros facteur clé de succès pour un restaurant, c'est la localisation. Ça leur permettrait aussi de tester de nouvelles zones, voir ce que vaut la demande, et si besoin est, ou s'ils le souhaitent, eux après pouvoir s'implanter directement dans cette zone. Donc voilà, ça a connu un succès assez important à Londres jusqu'à présent. Donc je disais Amsterdam et Singapour. Nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Bien entendu, on se donne le temps de faire les choses bien. Mais c'est quelque chose sur lequel on avance et j'espère qu'on pourra annoncer le lancement dans les mois qui viennent. Le deuxième gros axe de développement pour nous, c'est Deliveroo for Business. C'est notre activité qui connaît le plus fort développement aujourd'hui. C'est vrai que ça change un petit peu le statu quo de tout ce qui pouvait exister jusqu'à présent en termes de livraison, en termes de nourriture. Les retours qu'on a, c'est que c'est plus sympa de commander un bon plat de taille que d'aller à la cantine de l'entreprise. Donc on continue. Aujourd'hui, c'est présent essentiellement à Paris. L'enjeu, ça va être de se développer en région. Un autre projet sur lequel qu'on est sur le point de lancer à Paris, c'est la livraison d'alcool. Donc rien de bien compliqué, mais un axe de développement nouveau. Donc voilà, beaucoup de projets, beaucoup de nouveautés. On continue à y travailler en permanence. On se remet en question en permanence pour savoir comment on continue à avancer, pour savoir comment on continue à apporter la meilleure expérience client possible et pour soigner les différentes parties et intervenants dans la relation qui devrait faire le succès de Deliveroo à long terme. C'est fini pour moi. Si vous avez des questions. Bonjour, alors d'abord un peu de pommade. Moi j'adore votre service. Je suis agronome depuis septembre, je le trouve utile, je trouve le business model génial, je le trouve hyper bien exécuté en tant que cliente. J'ai des potes qui livrent, donc aussi en tant que j'ai leur retour, et des restaurateurs qui l'utilisent, donc j'ai envie de dire d'abord bravo. C'est sûr. Merci. Et j'ai un peu deux questions, vous allez peut-être en choisir une. La première, c'est vous, quand vous êtes arrivé dans la courbe, là j'ai pas trop compris dans la courbe de croissance, où vous êtes arrivé, vous, chez Deliveroo? Moi, je suis arrivé au moment des 50 villes. De 75 villes, pardon. Je suis arrivé fin mai. Et du coup, arrivé là-dedans, j'imagine que vous aviez des zones de confort et que vous avez eu des difficultés, parce que c'est vraiment une hyper croissance là, quoi. Et donc j'aurais aimé savoir, voilà, avoir un retour d'expérience d'une personne qui intègre le top management comme ça, dans quelque chose, un train qui va vite, quoi. Voilà. Moi, ça c'est mon premier domaine. Et le deuxième, ça concerne la législation, parce que j'ai vu que Uber avait été condamné en Angleterre à reconnaître 2 chauffeurs en tant que salariés. Et j'aimerais savoir si vous, ça vous fait peur. Alors, je vais essayer de répondre aux deux questions. La première, sur l'arrivée, sur mon expérience personnelle, effectivement, c'était nouveau pour moi. J'étais quand même avant dans une entreprise qui est dans une logique de B2C, qui a été dans une logique d'hypercroissance. La question, c'est est-ce que cette hypercroissance avait toujours été bien gérée? C'est un autre débat. Je pense que là, il n'y a pas de secret, c'est faire preuve d'humilité, se reposer sur les compétences qui ont déjà été développées dans l'équipe, apprendre d'eux, challenger le statu quo quand c'est nécessaire, et être capable d'être réactif. Donc voilà, je ne dirais pas de recette miracle là-dessus. Sur la législation, effectivement, c'est un gros sujet. C'est un sujet qui est discuté très souvent. Aujourd'hui, on est dans un cadre, bon, je pense que le vrai sujet, c'est sur le statut des bikers. Donc nous, bien entendu, on évolue dans la légalité de la législation existante.
Il y a des précisions qui ont été faites dans la loi travail d'août 2016. On est encore effectivement dans une situation où les décrets d'application de la loi El Khomri n'ont pas été votés, ne sont pas encore passés. Il y a des provisions dans la loi El Khomri sur le statut des backers, sur un certain nombre notamment sur l'assurance, sur la formation. Ça n'a pas encore été, les décrets d'application n'étant pas passés, il n'y a pas de précision sur dans quelles conditions c'est censé être mis en place. Donc pour l'instant on attend. C'est en train d'être discuté. On attend, il y a une grosse attente de notre part. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les choses ne sont pas très claires, ne sont pas forcément cadrées. Et le plus gros ennemi, je dirais, de l'entrepreneur et de la start-up de manière générale, c'est l'incertitude. Et ça peut taper le business model. J'ai pas de... Enfin, je ne peux pas vraiment spéculer là-dessus. Je pense que le statut auto-entrepreneur, c'est quelque chose qui a été mis en place par un gouvernement de droite, qui a été renforcé par un gouvernement de gauche. Je pense qu'il y a une reconnaissance globale du fait qu'il y a une évolution du travail en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le statut auto-entrepreneur, la raison pour laquelle c'est le modèle auquel on a eu recours, c'est qu'aujourd'hui, en législation française, il n'y a pas un contrat de travail qui donne la flexibilité de travailler une semaine 5 heures, une semaine 10 heures, une semaine 20 heures. Et je pense... Bon, ça n'existe pas. Et je pense que s'il doit y avoir plus de cadrage, oui, plus de cadrage est important. Je pense que aucun gouvernement jusqu'à présent n'a envie de scier la branche sur laquelle et l'entreprise, et les backers, et les restos, et les clients sont assis. Donc on va voir comment ça va se développer. Oui. Bonjour, j'aimerais savoir pour vous si chez Deliveroo, ce qui fait le plus la différence, c'est la partie logistique ou la partie application, user experience, intégration des restaurants. Si pour vous, ce qui a vraiment fait le succès, c'est plus l'un que l'autre. C'est pour enchaîner sur une deuxième question. Si c'est plus l'expérience utilisateur, pourquoi ne pas externaliser la livraison à des acteurs comme Stuart, par exemple? Voilà. Alors, bonne question. La première, alors, je pense qu'il a fait le succès, j'en avais parlé, il y a pas mal de choses. L'excellence opérationnelle, enfin les opérations, effectivement, c'est un élément. Comment garantir et comment s'assurer qu'on livre à temps, c'en est un. Un gros succès, un gros facteur de différenciation, je pense que c'est le supply de restaurants. Il y a le travail sur la sélection, sur la présélection. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais fait, on le fera peut-être à l'avenir, c'est qu'on ne met pas donc on demande une note sur son expérience au client, mais on ne met pas les notes en avant sur l'appli. Parce qu'on part du principe que, comme de toute façon, on gardera uniquement les restaurants qui ont des expériences à 4 et 5 étoiles, les clients vont partir du principe que le principe de curation ou de présélection a déjà été fait. Donc, on veut faire en sorte que le fait d'être présent sur la plateforme soit déjà un gage de qualité. D'autre part, sur votre question sur la logistique, je pense que c'est quelque chose qu'on a développé en interne. On a pu se poser la question par moment sur est-ce qu'on pourrait faire appel à un prestataire extérieur. La première chose, c'est que on préférait, je pense, garder le contrôle sur la mise en relation, sur l'organisation, sur le suivi. On est en évolution constante, donc de toute façon, c'est plus facile d'avoir recours à plusieurs partenaires qu'un gros partenaire qui, je dirais, contrôlerait la solution directement. Et puis un autre élément, c'est que dès notre lancement, on a toujours été, je pense, plus gros en termes de volume que la quasi-totalité des plateformes qui existaient à l'époque en France. Oui. Je vais essayer de me placer. Bonjour, petite question pratique. Pourquoi avoir choisi les plats préparés, donc le produit fini, et pas forcément du produit frais, par exemple? Il y a effectivement plein de systèmes différents. Je pense que le positionnement initial, on était vraiment... L'idée de Wichou à l'origine, c'était de se dire il y a une grosse composante de flemme. Ça part d'une grosse composante de flemme à l'origine, c'était de se dire j'aurais voulu manger au resto, j'ai pas envie d'y aller, je préférerais rester chez moi, j'ai envie d'avoir la même expérience, ou une expérience très similaire de celle que j'aurais pu avoir au restaurant.
Et effectivement, il y a d'autres services qui existent sur proposer des plats préparés mais pas chauds, ou livrer les ingrédients avec la recette. C'est pas le choix qu'on a fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a choisi un axe de développement qui est un axe de pure player, où on se concentre là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on ne se posera pas la question dans quelques mois, mais aujourd'hui, on a vu une croissance très importante sur notre cœur de métier. On se concentre là-dessus. Peut-être que oui, effectivement, dans quelques mois ou quelques années, on se posera la question de faire des choses différemment. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors on a vu vos chiffres là entre avril et octobre qui ont quand même fortement augmenté. Je voulais savoir si la liquidation de l'un de vos concurrents avait poussé tous les bikers à venir chez vous et également les restaurants à passer chez vous. Ça c'était ma première question. Et la deuxième c'est du coup est-ce qu'il y a la place pour avoir peut-être un troisième ou un quatrième acteur dans ce domaine-là en France? Alors, vaste question. Est-ce que, donc je pense que vous faites allusion à la disparition de Take It Easy en fin juillet. Est-ce que tous les bikers sont venus chez nous? Non. Je pense qu'il y en a probablement une partie qui ont décidé de faire autre chose, tout simplement. De manière générale, oui, on a bénéficié en termes de report de commandes d'une partie Take It Easy. On était déjà à l'époque implanté dans plus de villes qu'eux. Donc c'est la différence. C'est difficile pour moi d'avoir une opinion précise parce qu'on a connu une croissance extrêmement importante. On a connu cette croissance extrêmement importante dans les pays et dans les villes où Take It Easy n'était pas implanté. Donc j'ai pas forcément une visibilité très précise sur l'impact précis. Oui, ça en a eu un. Et sur la deuxième partie de votre question sur la concurrence, je pense que oui, il y a de nouveaux entrants. Sur un secteur qui est extrêmement proche, qui serait vraiment notre cœur de métier, sur d'autres qui sont un petit peu différents, qui pourraient être comme quelqu'un d'autre l'évoquait auparavant, la livraison d'ingrédients ou ce genre de choses. Est-ce qu'il y a de la place pour 3? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la place pour 4? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a de la place pour 2? Je ne suis pas persuadé que ce soit un marché winner takes it all. On verra. J'espère pouvoir être confiant sur le fait que si d'autres acteurs doivent disparaître, ce ne sera pas nous. Voilà. Okay, merci. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir combien coûte un livreur par livraison en moyenne? Alors, il y a deux systèmes différents. L'ancien système et le nouveau système qui a été mis en place uniquement pour les personnes nouvellement embarquées. Pour un livreur à Paris, c'est 5,75 € à la livraison et 5 € en région, pour la différence reflétant la différence de coût de la vie. Et sur l'ancien système, c'était un système mixte où il y avait un paiement, enfin une tarification à l'heure de disponibilité et un plus petit montant à la course. D'accord. Et à partir de là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé d'étendre votre rayon de livraison, quitte à augmenter un peu les frais de livraison? Ça aurait pu être effectivement une solution. C'est des choses auxquelles on peut réfléchir. Je pense qu'il y a une problématique qui est assez importante, notamment vis-à-vis des bikers. C'est que la situation telle qu'elle est nous donne beaucoup d'indépendance vis-à-vis d'eux, mais leur donne aussi beaucoup d'indépendance vis-à-vis de nous. Et qu'il y a quand même une responsabilité de notre part à s'assurer qu'un biker qui va faire 1 heure, 2 heures, 3 heures de shift gagne suffisamment bien sa vie pour qu'il reste et pour qu'il ait envie de revenir. Et je pense que plus on rallonge la durée de livraison, moins ça rend la situation potentiellement intéressante pour le livreur. Donc il y a un vrai travail d'optimisation de notre part pour être sûr qu'on envoie et qu'on fournit le plus de courses possible aux livreurs. Puis c'est vrai que sur la logique des frais de livraison, jusqu'à présent, on n'a pas vraiment vu le besoin de remettre le statu quo en place. On est à 2,50 €. Nos concurrents se sont alignés aussi sur 2,50 €. Est-ce que ça changera un jour? L'avenir me le dira. Merci. Allô? Ce sera la dernière question. Ah.
Moi j'avais une question par rapport à l'expansion. Oui. Et quand vous allez dans une nouvelle ville, en fait, savoir s'il y avait un modèle de déploiement dans une nouvelle ville, et s'il y en avait un, quel est-il? Oui. Et savoir si vous ouvrez un restaurant avec, je sais pas, les 3 personnes autour, ou est-ce que c'est toute la ville en même temps? Enfin voilà, comment ça se passe? Alors, oui, on a un modèle de déploiement qui est assez cadré maintenant. On a la possibilité de lancer une nouvelle ville entre, allez, je vais dire entre 3 et 5 semaines, en fonction de la complexité de la ville. Sur le détail précis, je disais tout à l'heure, on n'a pas de recette secrète, en fait si on en a une, c'est celle-là. Non, mais effectivement, on fait en sorte d'avoir un nombre de restaurants suffisant. On a un nombre de restaurants en tête. Les questions qu'on se pose souvent, c'est la géographie de la ville. On ne peut pas opérer de la même manière dans une ville comme je dirais, Grenoble, qui est relativement plate, ou par rapport à une ville comme Lyon, où il y a des ponts et des collines dans tous les sens. Donc on doit se poser la question de sur quelle zone on va se concentrer en premier lieu. Ce qu'on va faire en général, c'est ouvrir une ou deux zones assez centrales et s'aimer au fur et à mesure. Bien entendu, le processus de lancement, c'est signer des restaurants, faire du marketing en local et embarquer un nombre suffisant de bikers pour assurer les volumes qu'on s'attend à avoir sur les premières semaines. Est-ce que vous avez une équipe dédiée à ça, ou est-ce que c'est à chaque fois des nouvelles personnes? On a des équipes, on a des équipes qui sont un mélange d'équipes commerciales, opérationnelles et marketing qui s'en occupent pour chaque zone. Donc ça se fait par zone. Oui, ça travaille ensemble. Donc on a des managers de région qui sont dans chacune des zones, qui chapeautent les lancements et le développement de chacune des villes. Ok, merci. Merci beaucoup.